effectivement, ce petit livre, il se présente, il veut être un outil, modestement mais concrètement. Donc il y a une démarche particulière que j'ai voulu faire avec d'autres copains qui ont participé. Il y a eu des complicités qui se sont faites, un peu comme dans les histoires d'amour, les amitiés, les affinités électives travaillent. Et ce qui s'est mis ensemble, c'est cette envie d'arriver à, comment dire, à reconstituer un peu le puzzle d'une conscience qui a été éparpillée, sinon détruite, par un mécanisme de pouvoir qui a travaillé beaucoup aussi sur le plan de la sovrastructure, comme aurait dit Marx dans une autre époque, c'est-à-dire sur l'idéologie. En réalité, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'il y a un travail presque scientifique de destruction de la possibilité de la conscience dans la société où on vit. Ce n'est pas seulement, effectivement, les contraintes, la dette, le chantage de base, qui est le chantage que l'économie fait sur l'homme depuis que le productivisme est devenu la forme d'organisation de les sociétés humaines. Donc, pratiquement tout ce qu'on appelle l'histoire, c'est en réalité l'histoire de la domination. Mais cet élément de domination, donc, il s'est manifesté de façon différente. Et aujourd'hui, je pense, c'est un peu comment dire, la sensation de départ qui a justifié cette tentative de construire ce petit outil. Il y a une ignorance qui est différente de toutes les ignorances précédentes. L'ignorance a toujours existé, de savoir et pas savoir sur des conditions humaines, je dirais naturelles. Le non-savoir et le savoir à travers l'exploration, la recherche, la réflexion. Donc l'ignorance a toujours existé comme analphabétisme, comme manque de renseignements. Aujourd'hui, pour la première fois, je pense que dans l'histoire de l'humanité, l'ignorance est plutôt le produit d'un excès de pseudo-information. C'est-à-dire on est gavé d'éléments et on finit pour croire de savoir des choses sur lesquelles on n'a pas réfléchi, on n'a pas les éléments réels, on n'a vérifié rien de ce qui nous est donné comme évident. Et c'est presque la caricature, le spectacle dans le sens situationniste du terme, de la science. C'est-à-dire, en réalité, on donne pour vérifier beaucoup de choses qui ne le sont pas. Fourier avait déjà fait un travail dans ce sens, et je l'avais remarqué dans un autre texte que j'avais écrit. Et là, j'ai voulu reprendre en main des éléments de cette conscience perdue et même falsifiée. Et en faisant ça, je me suis aperçu de quelques éléments que je vous propose comme clé de lecture. Ce livre, il veut loin de là être une vérité qui se propose. C'est un questionnement que je me fais et que je propose parce qu'ensemble, dans des rencontres qui du local, on peut aller aussi plus loin dans d'autres situations, il se pose ces questions pour y répondre. J'ai écrit ce texte bien avant que les Nuits debout apparaissent, mais ça m'a fait particulièrement plaisir, sans donner à aux Nuits debout une signification de radicalité réalisée, parce qu'il y avait quand même, même si je suis passé récemment, il n'y avait pas grand-chose à Paris, il n'y avait plus beaucoup de monde, mais ça peut partir et revenir, parce que c'est l'envie de vivre, en réalité. C'est cette envie d'occuper la vie que je pense, c'est pas un hasard que je l'ai choisi comme titre, qui caractérise pratiquement toute la condition de l'homme moderne, dans sa part autonome, dans sa part d'émancipation possible et jamais achevée. Un des éléments que j'ai précisé dans ce livre, pour le discuter, tout ce que je dis est évidemment discutable et à discuter, c'est que tous les mouvements révolutionnaires modernes, à partir de la Commune, donc si on veut fixer la première révolte où le sujet prolétaire prend une forme historique, et pas seulement abstrait et théorique, il se manifeste en chair et en os. Tous les mouvements révolutionnaires modernes à partir de la Commune, donc, sont des mouvements d'occupation. Si on regarde bien, dans des spécificités très différentes, la Commune a été l'occupation d'une ville de la part de ceux qui l'habitaient, mais qui étaient quand même dans une situation d'encerclement, avec les Prussiens avant dehors, avec les Versaillais qui d'ailleurs finiront pour terrasser la Commune à la fin de cette épopée, de cette poésie, comme il a été défini, je pense bien, cette défaite victorieuse. Et donc la Commune était une tentative déjà d'apparaître, d'occupation de la vie. Je pense qu'on a plein d'éléments que peut être dans ce type donner sens à ce type de lecture.
Mais ce n'est pas seulement un épisode, c'est un épisode fondamental, c'est le début de l'histoire moderne de la part de la classe des dominés, de la première révolte où les derniers décidaient de ne plus l'être. Voilà. Mais à partir de là, il y a eu toute une série de mouvements. Il y a un mouvement ouvrier, effectivement, tout le monde est au courant, donc je ne m'étale pas là-dessus. Mais dans ces mouvements ouvriers, il y a eu des moments d'occupation très précis. Et moi, italien que je suis, je rappelle que 1919-1920, le biennio rosso, ça veut dire les 2 années rouges, ça a été 2 années qui étaient caractérisées par l'occupation des usines. Donc pour 2 ans, les ouvriers italiens occupaient les usines, et l'occupation des usines a été une revendication radicale très forte. Ce n'était pas l'occupation des usines par un syndicalisme, comment dire, intégré au système comme aujourd'hui. C'était l'occupation des usines dans la perspective d'un renversement des perspectives de la société, et avec tout ce que comportait d'hypothèses des sociétés égalitaires, de redistribution des richesses, d'abolition de la société des classes, etc. Donc, encore un épisode dans la continuité. Ce n'est pas un hasard non plus qu'on a, à la même époque, pendant que la révolution russe tourne dans un autoritarisme que personnellement je critique et se renverse dans une sorte de contre-révolution, et la reproposition de ceux que tous ces mouvements mettaient en discussion, c'est-à-dire tous ces mouvements révolutionnaires, dans leur occupation de la vie, s'opposaient dans le fait à l'idée de l'État. Et l'État, par contre, est le centre de toutes les sociétés autoritaires qui ont précédé même le capitalisme. Un autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé là-dedans, c'est la relation entre la nation et l'État. Et là, c'est un thème très chaud et très délicat, parce que le concept de nation, c'est augmentant à la racine de tous les discours réactionnaires, de tous les nationalismes, de tous ceux qui se manifestent comme le contraire de cette hypothèse d'occupation de la vie. Et donc, l'opposition à l'État, qui est présente dans tous ces groupes, se manifeste, par exemple, avec le mouvement spartakiste en Allemagne, contemporaine de la révolution russe, à quelques années près, 19, 20, 21. C'est le moment où en Russie, encore un fort mouvement révolutionnaire, Kronstadt, Makhno en Ukraine, il y a encore une présence de cette occupation de la vie, même si personne ne l'utilise encore comme un slogan explicite, mais c'est ce que j'y ressens dedans, en ayant étudié ce phénomène, et avec ce qu'on y peut ajouter après. Donc il y a ce mouvement en Allemagne qui vient terrassé par la social-démocratie, c'est-à-dire pour la partie de ceux qui avaient une idéologie socialiste, donc dans ce filon de mise en discussion de la société dominante, mais en réalité sans jamais mettre en discussion l'essentiel qui est l'État. C'est-à-dire les sociodémocrates, Nosk et Scheldemann sont des symboles, mais il y avait derrière toute une structure de pouvoir. Et ils l'ont terrassé, là aussi, un mouvement libertaire, égalitaire, où il y avait la présence de personnes de grande qualité comme Rosa Luxemburg-Liebknecht et autres. On continue de se balader dans ce XXe siècle si terrible et redoutable, et aussi si chargé de pulsions poétiques inachevées, et on se retrouve en Espagne en 1936. Là, on a clairement l'occupation des terres. Là, c'est la composante paysanne qui prend pas le dessus, mais toute son importance, et qu'en partie l'idéologie marxiste-léniniste avait mis d'à côté, et même pas seulement d'à côté, il y avait même des exterminations des paysans, parce qu'il y avait toute une idéologie productiviste fondée sur l'industrialisation. Et en Espagne, par contre, sans être anti-industrialisation, il y a un retour de l'élément de la communauté directement dans l'organisation des villages, et pour 2 ans, pendant qu'il y a en plus cette guerre terrible contre les fascistes de Franco, qui sont en train de reprendre progressivement les territoires à la République, mais au-delà de la République, que c'est encore une forme petite bourgeoise de pouvoir, il y avait l'organisation des terres et des villages de la part des gens autochtones, une sorte de conseillisme libertaire qui s'est diffusé dans
une grande partie de l'Espagne. La Catalogne et l'Aragon sont les deux parties qui ont résisté jusqu'au bout dans ce type d'organisation. Il y a eu l'abolition de la monnaie, l'utilisation de la pesetas, l'invention d'une nouvelle monnaie. Il y avait plein d'explorations, d'expérimentations, toutes liées à l'envie de construire une autre manière de vivre fondée sur l'horizontalité. Donc tous ces éléments-là sont présents. Après l'Espagne, il y a des révoltes, même dans les soi-disant pays communistes, de la part des groupes. Il y avait aussi une partie d'utilisation des mécontentements des populations de la part des libéraux, les Américains, le soi-disant monde libre qui est anticommuniste. Mais en réalité, en Hongrie en 1956 ou à Prague en 1968, il y avait aussi des groupes fortement ancrés dans un discours libertaire, et tout ce mouvement a toujours existé comme volonté de réoccupation de la société par une autre forme d'organisation sociale. On arrive à ce que pour moi est un phénomène important et que j'ai vécu dans ma jeunesse, en mai 68, pas en tant que, sans aucune mythologie d'ex-combattant, mais 68 c'est un processus historique, c'est une faille dans la domination qui a produit beaucoup d'effets et aussi beaucoup de contraires. Reste que, à part les lectures de droite et de gauche, qui sont des lectures bidons, selon moi, de mai 68, parce que les deux ont des intérêts idéologiques à fausser la donne et à donner importance à ce qui a sûrement existé, mais qui n'était pas fondamental dans le phénomène révolutionnaire de mai, parce que personne, quelques-uns oui, heureusement, mais le discours dominant de la droite et de gauche, c'est jamais ce qui pour moi est l'essentiel de mai, c'est-à-dire a été la première révolte antiproductiviste de l'histoire. Parce que le but de cette révolte dans la profondeur, ce n'était pas simplement une mise en discussion de la société dominante dans ses formes apparentes, c'était refus du travail salarié, donc la mise en discussion de ce qui est une valeur fondateur de toutes les sociétés productivistes, c'est-à-dire la production des biens et l'enrichissement, parce que le productivisme finit comme mode de production dans le capitalisme, qui est sa phase terminale. Donc, mai 68 était tellement un mouvement d'occupation que, même si, là aussi, à part un petit livre, c'est pas un petit livre, c'est un seul livre qui en parle, écrit par un situationniste, enfin, en réalité écrit par des situationnistes, et après signé par Viennet, qu'il a participé un tout petit peu à ce livre, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est Van Heygem et Debord qui ont écrit la majeure partie de cette livre, et probablement un peu aussi René Riesel, qui habite désormais dans les Cévennes. Il y a eu un MCDE, qui c'était comité CNDE, c'est le comité pour le maintien des occupations. C'est-à-dire ce type d'organisation-là avait comme projet un concept sorti d'un point de vue théorique par Raoul Van Heygem lui-même dans le dernier numéro de la revue situationniste, où il parle pour la première fois d'autogestion, mais pas seulement l'autogestion des usines, qui est une vieille tradition du mouvement ouvrier, il parle d'autogestion généralisée de la vie quotidienne. Et je pense que cette synthèse fait la liaison avec tout ce mouvement semi-conscient qui dans la commune arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc l'élément de l'occupation me semble vraiment comme un fil rouge qui est à travers toute l'histoire, et pour venir encore plus près de nous, et pour finir après dans les nuits debout, qui ne parle pas d'occupation, surtout pas d'occupation de la vie, bah, ils occupent quand même un square, pas tellement pour occuper un square, je pense, ou même s'ils le font pour ça, en le voulant ou non, ils font autre chose. Ils proposent une autre manière d'être ensemble. Moi, quand j'y étais, il ne s'est passé rien d'extraordinaire, mais il y avait une chose d'extraordinaire, que des anonymes prétendaient de parler en leur nom, et n'acceptaient plus que le spectacle social décide qui doit parler pour nous, en nous demandant en plus, comme à des analphabètes, de faire un signe de croix sur un papier pour décider que quelqu'un d'autre va décider pour nous ce qui nous concerne. C'est ce qu'on appelle la démocratie et que les Grecs anciens appelaient ochlocratie. Parce que je pense qu'il faudrait mettre, là aussi il y a un travail sous les mots à faire, et j'en parle un peu de ça aussi, retrouver le sens des mots, parce que les mots ochlocratie, ça voulait dire pour les Grecs anciens, un régime, une organisation sociale où la plèbe choisit par le vote ses dictateurs.
Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous, on appelle ici démocratie. C'est ce qu'on fait. On choisit ceux qui décident pour nous. Ce ne sont pas seulement des loups méchants. Hein. Souvent, surtout maintenant, sont plutôt des minables qui font une carrière et qui arrivent à ramasser un peu plus de prix qu'en faisant autre chose. Et donc, ils deviennent politiques. Une époque, il y avait peut-être plus de narcissisme. Aujourd'hui, même les privilèges sont devenus misérables dans nos sociétés, je trouve. Et dans cette dynamique-là, pour revenir donc au discours des occupations, on voit qu'à partir de tous ces derniers demi-siècles, totalement falsifiés, parce que les phénomènes historiques importants ont été mis d'à côté et nous parlent toujours d'autres choses, ou ils parlent de ces choses de façon fausse. Par exemple, mai 68. Il y a un type de choses qui n'est jamais dit, que les sujets veulent décider de leur vie. Et aujourd'hui, c'est devenu florissant. Et je pense qu'un moment fondamental, le premier signe historique, matériel, de ce changement de cap, mais aussi de la tragédie qu'il comporte, parce que si la conscience est avancée sur ce point, c'est parce que la condition de la vie est devenue de plus en plus tragique et dangereuse. On est en danger en tant qu'espèce. Ça n'a jamais été le cas auparavant. Et les moments révolutionnaires, c'est les moments où, assez des gens qui ne se connaissaient même pas, ils découvrent qu'ils veulent les mêmes choses de base. Après, il y a encore à discuter. Moi, je l'ai vécu vraiment physiologiquement, même pas idéologiquement. En 68, moi j'étais un jeune, je jouais plutôt au football, et que j'étudiais de la philo, moi je veux dire, j'avais pas un projet révolutionnaire écrit, j'avais pas, c'est en 68 mars, j'avais commencé déjà à le lire, mais enfin, j'avais pas encore développé une relative, parce qu'en plus la conscience évolue dans les temps, change, on prend des beignes dans la gueule et on s'aperçoit qu'on passe des conneries. Donc il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a quand même des dynamiques qui sont vraies. Le vrai existe, pourvu qu'on ne s'y accroche pas comme à quelque chose de sacré. Moi je pense que c'est ça, la révolution est possible si on abandonne le sacré. Parce que le sacré, ce n'est pas un mot neutre, hein, c'est une des mots, là j'en parle pas dans le livre, dans celui-là du sacré, mais c'est une des mots qu'il faut remettre, ce que est un situationniste que j'aime bien, d'ailleurs, que je cite d'ailleurs dans la postface, il appelle les mots captifs. Ce système, c'est ce que je disais avant, plus en général, fonctionne beaucoup en faisant que les mots qu'on utilise ne signifient plus ce qu'ils pourraient signifier. Ils signifient ou une partie de leur sens, qui n'est pas le bon ou le plus intéressant, ou clairement sont fausses. Les mots nations, c'est un exemple. Et là, j'espère assez clarifier. Parce que le risque en parlant des nations, ce n'est pas parce que pour un facho, parce que les mots nations renvoient tout de suite à les hymnes, à monument aux morts, à toute cette vive à la muerte. Non. Or, n'empêche que l'utilisation des mots dans un autre sens, c'est un élément de conscience qui doit être parié dans le dialogue avec les autres. Quand on se retrouve ensemble, c'est comme une histoire d'amour. Quand deux personnes ne se connaissent pas, ils se rencontrent, ils s'aiment. C'est rare, mais ça existe, ça arrive encore. Eh ben, la société, c'est une manière de s'aimer de façon plus générale, plus conviviale, peut-être moins strictement sexuelle, mais c'est passionnante. La révolution, c'est une passion. Ce n'est pas une vérité ou une certitude. C'est pour ça que les tactiques précises sont dérisoires, parce qu'en réalité, dans les situations, ce qui fait perdre ou gagner, c'est l'envie de continuer. Je m'arrête là. Fourier, il faisait un exemple que j'ai toujours aimé. Il regardait beaucoup ce qui se passait autour. Une fois, il a vu des émotiers que pour avoir les pierres pour les tirer contre les gendarmes, j'imagine, ou le pitbull du pouvoir, il remarquait, ces gens-là, ils ont déchaussé une rue en 3 heures sans être des spécialistes, et les spécialistes, ils mettraient une semaine à le faire. Parce que la passion, c'est un élément fondamental dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et on peut imaginer que les passions, à la place d'être toujours guerrières, puissent devenir plus douces, et que la révolution soit aussi un fait. Eh bien, la lutte qui est comme une ligne de démarcation, la ligne de partage des autres, disons, de l'idéologie ancienne, des anciennes idéologies révolutionnaires, c'est le mouvement zapatiste, qui lie une communauté réelle et même archaïque pour certains côtés. Ce ne sont pas des Mayas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de groupes d'Indiens de la région du Chiapas qui ont porté cette présence zapatiste. Mais les zapatistes sont la première révolte qui met en discussion l'organisation de la phase finale du capitalisme, c'est-à-dire le totalitarisme financier qui est désormais envahit le monde et il entraîne, encore aujourd'hui, on est confronté par exemple à TTIP, que c'est le nouveau traité
que ça fait depuis 2007 qu'ils changent d'acronyme pour mieux passer, un peu comme avec le principe de la vaseline, si on veut. Mais en réalité, ce qu'il doit passer, c'est la perte de toute l'autonomie de la part des êtres, des sujets réels des sociétés, parce qu'on n'aura plus aucun droit. Si on n'accepterait pas le dictat fait directement par les multinationales et par les États qui sont l'expression politique des multinationales, on n'aura aucun droit. On finira en prison pour avoir dit non à la moindre chose. Sur la nourriture, c'est des choses très, très, comment dire, sournoises, parce que tout ça se présente comme toujours dans le libéralisme, comme une manifestation d'ouverture. En réalité, c'est l'ouverture à l'empirement de la situation. Moi, tous ces mouvements, les nuits de bouche, je suis passé, parce que par hasard, quand je suis à Paris, j'ai crèche pas loin chez une copine, donc j'ai pu y aller. Je ne suis pas allé en pèlerinage chez les révolutionnaires. Je suis allé avoir d'ailleurs, il y avait des gens que je connaissais, en plus. Certaines petites maisons d'édition qui sont présentes, des individus. Et après, il y avait aussi les récupérateurs. C'est tout la cour de merde. La vie a fait cette complexité-là. Il n'y a jamais une révolution pure. Il y aura toujours des récupérateurs, des flics habillés en révolutionnaires, des révolutionnaires qui jouent les flics. Donc il faudra, dans tout ça, arriver, et c'est pas sûr, mais c'est assez agréable, essayer de construire quelque chose qui se protège de tout ça. Ce que moi j'appelle la démocratie conseilliste. Je pense que la démocratie conseilliste, ce n'est pas une solution absolue, ça ne donne aucune garantie. Mais là où il a fonctionné, il n'a jamais sauté par un échec. Que ce soit la Commune de Paris, qui à sa manière était organisée comme ça, que ce soit Rosa Luxemburg, qui était théoricienne des conseils, et les théoriciens des conseils qui ne sont pas arrivés à avoir un pouvoir absolu, mais qui étaient présents dans la révolution russe. Il y avait des composantes libertaires qui étaient dans l'optique des conseils. Mais Goethe, Pannekoek, la gauche hollandaise des années 30, c'était des conseillistes, ils ont écrit des livres contre Lénine, et ils l'ont naturellement mis à l'index, parce que déjà en 1918, Lénine a écrit un livre très connu dans le titre, L'extrémisme, maladie infantile du communisme, où il critique les soi-disant extrémistes. Et les extrémistes sont tous ceux qui n'acceptent pas la dictature du prolétariat gérée par les bolcheviks. Et donc il y a la gauche hollandaise de Goethe et Pannekoek, il y a Rosa Luxemburg. Donc il y a tous ces discours-là. C'est que tout le mouvement révolutionnaire a été terrassé du début par la tendance autoritaire, patriste, dans le sens des sociétés non gilamiques. Et là aussi, je pense que c'est très important. Et donc, les difficultés que tu dis qui sont là, sont des difficultés de la conscience. Mais en même temps, la conscience passe par là. Il faut avoir le courage de passer par naïf, des fois, mais ne pas prendre le pouvoir, tout en faisant gaffe que quelqu'un d'autre ne le prend non plus. C'est pas question de le laisser aux autres. Pas question d'être masochiste. Mais il faut qu'on fasse autre chose que prendre le pouvoir, sinon on devient, c'est pour ça que j'utilise le concept de Léviathan, on devient nous, les producteurs du Léviathan. Moi je pense qu'il y a beaucoup de révolutionnaires fascisantes de gauche, mais ils avaient une grande envie de révolution sociale et d'émancipation, mais le pouvoir c'est le pouvoir. Il y a une autre conception de la société qui présuppose la rupture avec le mal dominant à niveau de l'idéologie. Je pense que les manifestations ponctuelles des dernières 20 années après les zapatistes, ils ont tous été dans ce sens. Le mouvement altermondialiste a exprimé aussi ce type de choses. Et encore plus récent, les occupations des squares dans l'Afrique du Nord, en Égypte, en Tunisie, l'occupation de Occupy Wall Street, c'est des formes différentes. Occupy Wall Street, c'est l'occupation du territoire de l'ennemi, c'est-à-dire la bourse. Mais la logique est la même. C'est-à-dire l'optimisme de la volonté et du pessimisme de la raison. Et je pense qu'effectivement, il faut travailler cette dynamique-là. Et ça, c'est un élément fondamental, un peu philosophique, donc un peu abstrait, mais il faut réintroduire de la dialectique. Le fait qu'on est toujours dans le manichéisme, qu'on doit toujours, qu'on a une logique binaire, pire que les ordinateurs, parce que la religion, c'était les ordinateurs d'antan, hein, et donc le bien et le mal, ils sont toujours là à nous faire des choix qui sont 1 ou 2, quand la réalité, c'est 1, 2, 3. Et c'est toujours le 3, mais ce n'est pas nécessairement mieux, mais c'est autre chose. C'est l'enfer, comme disait Hegel, c'est le dépassement. Et dans le dépassement, on vérifie si on va à l'avant, si on va en arrière, mais c'est le dépassement qui fait fonctionner la vie. La ligne conductrice
d'un mouvement révolutionnaire moderne, c'est celle de proposer la construction d'un autre monde. C'est là où on a un autre problème fondamental que moi je touche un peu dans cet livre, que c'est la relation avec la violence. Parce qu'on peut l'accepter ou la refuser pour des raisons éthiques et pour des volontés révolutionnaires. Mais personnellement, je pense que la vraie critique à la violence, c'est une critique stratégique. C'est-à-dire qu'à travers la violence, on n'arrive pas à changer les choses. Justement parce que la question, c'est pas un projet révolutionnaire, ce n'est pas un projet de démolition, c'est un projet de construction d'autre chose. Et donc c'est nécessaire d'avoir un projet positif pour pouvoir changer les choses. Que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de se défendre. Les zapatistes sont un exemple historique pour moi fondamental. Ils ont une armée, mais cette armée ne rentre jamais dans l'optique de prendre des décisions, de forcer des décisions. Elle est là pour défendre des attaques différentes qu'on peut avoir, en particulier dans la situation mexicaine, mais ici aussi, je veux dire, quand on voit les violences. Moi, j'ai été invité à Sivens à participer, je me suis retrouvé là-bas. J'ai vu une violence sournoise, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu une mort peu de temps après. Mais il n'y avait aucune raison de ce type de violence, des tirs à hauteur d'homme. Effectivement, sur la violence, il faudrait clarifier plein de choses, parce qu'il y a des tabous et des mythes là-dessus. Et les mouvements révolutionnaires aussi. Il n'a pas, selon moi, assez clarifié tous ces éléments-là. La preuve, on le voit encore, il y a des mouvements. Après, on peut critiquer l'inutilité du blabla des nuits debout. Là, j'ai fait l'avocat du diable, j'ai fait le discours de ceux qui, en réponse à ça, disent non, ça ne change pas, il faut casser, il faut aller. Moi, je trouve que dans le mouvement de ceux qui vont faire des actions violentes, là où d'autres ils font des choses utiles ou pas, mais ils prétendent de proposer une discussion, etc., c'est un empêchement de se développer de cette chose. Et je trouve que ce n'est pas un hasard, qu'il y a sûrement des gens qui le font, entre guillemets, de bonne foi, dans le sens qu'ils croient, en cassant une vitrine, d'aller vers la révolution. Personnellement, je pense que c'est du fétichisme de la marchandise, mais, même c'est au nom de la révolution. Mais après, il y a aussi, s'il n'y a pas assez de casseurs enragés, il peut y avoir aussi des gens qui sont là, qui s'habillent en casseurs et qui font ce qui est nécessaire pour obtenir que l'opinion publique assez confuse et consumérisée, il va encore chercher papa l'État, parce que le but de tout ça, et l'opposition à l'occupation de la vie, c'est la défense des sociétés fondées sur l'État. La démocratie incompatible avec l'État. C'est une phrase qui est le produit d'une longue analyse et que Miguel Abensour a fait dans un livre, La démocratie contre l'État, je trouve très intéressant. Et c'est une des thèmes que moi j'ai repris et j'ai fait mien. Je me dis libertaire parce que je précise bien que je suis contraire à toute société autoritaire, à toute société patriarcale en particulier. Parce que je pense, et en étant très bien dans mon pot de mal, je n'ai pas de doute là-dessus, j'aime la différence, mais je pense que sans l'émancipation du féminin, il n'y a pas d'émancipation de l'homme. Et je pense que toute la société productiviste, c'est la manifestation artificielle, dont le capitalisme est la phase finale, d'un primitivisme animal lié à beaucoup d'espèces, pas toutes d'ailleurs, mais un certain nombre d'espèces, surtout des mammifères, où il y a les mâles dominantes. Et le rôle du mâle dominant, c'est un rôle qui est très lié à la production et à l'économie. Ce n'est pas un hasard, et j'en parle aussi là-dedans, parce que je trouve ça très important, je trouve que personne n'en parle assez. L'hypothèse des sociétés gilaniques qui a été découverte par deux anthropologues et archéologues femmes, une s'appelle Eisler, et l'autre Gimbutas, Paris à Gimbutas. Gimbutas est morte maintenant, Eisler, je crois qu'elle est encore vivante. Ils ont fait une grande recherche et ils ont découvert, ils soutiennent tous les deux de façon différente, pas seulement une centralité féminine, que ça fait longtemps, Bachofen en parlait déjà dans le 19e siècle, Malinowski a vécu 15 ans dans les îles Trobriandes, là où il y a eu le passage de la société matrilinéaire aux sociétés patriarcales, donc il a pu restituer la tragédie de ce passage. Reich a écrit un texte fondamental pour moi, toujours sous ce thème, parce qu'il était en contact avec Malinowski, où il parle de le titre du livre, c'est « Irruption de la morale sexuelle ».
c'est-à-dire à partir du passage de la centralité féminine, que ça ne veut pas dire le pouvoir aux femmes, il faut préciser ça, ce n'est pas le matriarcat. Le matriarcat, comme disait Norman Brown, il nous accompagne il nous amène nulle part, parce qu'il n'a jamais existé de société matriarcale. Il existait des sociétés matrilinéaires, mais c'est une autre chose. Je vais dire rapidement. Les sociétés gilaniques sont les sociétés, c'est Isler qui invente ce terme, ce néologisme, sont des sociétés où la femme est libre. Dans gunès en grec, gilanique, la femme libre. Et ces femmes étaient libres parce que les hommes et les femmes étaient des amis et des amants. L'organisation sociale était de façon humaine, donc j'espère un peu plus articulée, pour avoir une idée, ceux qui font les bonobos dans leur petite, modeste primitivisme animal, qui à différence des cousins chimpanzés qui sont patriarcales et agressifs, ils organisent leur société autour de la sexualité, de la liberté, du désir. Moi, je ne rêve pas des sociétés de bonobos. J'ai dit qu'ils sont peut-être plus avancés de beaucoup d'humains. Mais après, je souhaite pour l'humanité que l'amour soit une poésie beaucoup plus riche et qu'on ne soit pas obligé de forniquer pour pouvoir manger tranquille. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais de toute façon, ce type de sensibilité-là me semble remettre au centre le refoulé de nos histoires et de nos cultures, où le monothéisme nous montre que, comme par hasard, au centre, il y a un père barbu qu'il terrorise tout le monde, et les femmes en particulier, et je pense qu'on ne s'en sortira pas si on ne rompt pas avec tout, pas avec une ou l'autre de monothéisme, mais avec la logique de psychopathologie monothéiste qui sont les religions du père. Par contre, la société patriarcale qui a été diffuse est devenue dominante sans alternative à partir des méons, c'est une Reichien, c'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit dans la sensibilité de Wilhelm Reich, avec tous ces analyses fondamentaux, selon moi, sur le fascisme, sur la structure caractérielle, sur l'orgasme, sur des thèmes centraux pour comprendre pourquoi on vit si mal, entre autres. Eh bien, Di Meo, il a fait une recherche très poussée, ça faut lui reconnaître, même s'il a été mis en discussion par beaucoup d'autres chercheurs, sous l'hypothèse que les sociétés patristes, dans le sens du père, donc encore les mâles dominantes, ces sociétés, il théorise que le passage de ce qui était un jardin, selon lui et selon d'autres aussi, est devenu et la désertification liée à donc le phénomène climatique, déjà à l'époque, on parle de la préhistoire, récente mais préhistoire. Je pense qu'il parle de 6000 avant ce qu'on dit Jésus-Christ. Et il y avait donc une favorisation de l'agressivité parce que la pénurie favorise l'autoritarisme. D'ailleurs, le primitivisme animal, c'est une simplification, c'est beaucoup plus simple. S'en sortir, si on est costaud, en dominant, en mordant et en s'appropriant du territoire, de la cueillette, des proies, des femelles. C'est une manière de fonctionner. Seulement que c'est une manière qui crée la guerre permanente. Et nous sommes, dans notre culture historique, les fils de cette guerre. Particulièrement humaine, donc évidemment ce n'est pas exactement pareil que chez les lions, chez les cerfs, mais nous sommes, en tant que société des gens très civilisés à la télé, ils nous disent qu'il faut être compétitif, ben, ils nous disent que c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'il y ait des perdants, pour avoir des gagnants il faut des perdants. Alors, où il n'y a pas d'alternative, alors il faut l'accepter et probablement en mourir, parce que je pense que cette logique-là, désormais, est en train de détruire la vie. Donc, s'il n'y a pas d'autre, on est foutu, selon moi. Mais moi, je pense, sans aucune certitude qu'on y arrivera, qu'il y a une autre possibilité et d'autres dynamiques, qui sont celles, justement, de l'entraide, de la jouissance, que ce type de dynamique-là, elle peut être mise en discussion, mais c'est une possibilité, c'est un pari. Moi, j'ai aucune certitude. Mais je pense qu'il y a une histoire de l'humanité, d'une humanité qui, pour moi, ce n'est pas une espèce. L'humanité, nous sommes des singes. Après, on peut les appeler humains, ces singes que nous sommes. Mais nous sommes des singes plutôt ratés, parce que les singes, ils sont plus modestes, ils sont restés singes. Nous, on prétend être devenu autre chose, et on se retrouve entre les deux. Il y a une sorte d'espace vide dans lequel on se prétend humain, mais en général, quand on se prétend humain, on varie des moments merveilleux comme la Commune, et après on fait Auschwitz. Et l'homme est capable vraiment de tout. Et je pense que c'est un pari à faire,
remettant au centre une centralité féminine qui ne donne pas au pouvoir aux femmes, mais qui abolit les pouvoirs et réorganise la distribution des pouvoirs concrets d'être heureux. Le seul pouvoir qui est appréciable, c'est celle du bonheur qui circule. Et ça, il faut le construire. Avec des ratés, mais il faut rentrer dans cette optique-là. On ne peut plus se permettre le luxe de continuer à prétendre d'être des gagnants. Parce que les derniers gagnants seront les derniers à mourir. Mais dans la dynamique actuelle, la seule vraie démocratie qu'on a réalisée, c'est celle qu'on va tout y passer, plus ou moins, et plus ou moins tôt. Déjà, il y a des symptômes. Le cancer, c'est une maladie qui existe aussi en nature. Mais dans les formes qu'a pris aujourd'hui, c'est une maladie démocratique, parce qu'elle a des ceux qui la provoquent plus que d'autres, parce qu'ils sont dans le productivisme poussé. Là, il risque assez. C'est vrai, il peut se soigner un peu mieux en général que la moyenne, mais c'est une question d'avoir un peu plus de chimiothérapie, c'est pas tellement des orgasmes qui ont à la fin. Et donc, je pense que là, il faut rompre avec cette optique mortifère, parce que je pense, et je m'arrête là, que le capitalisme, ça a été le dernier mode de production, mais aujourd'hui est devenu un mode de destruction. Et c'est contre ça qu'il faut se battre en tant que classe-espèce, pas seulement entre les uns et les autres. C'est pour ça que la violence, ça ne suffira pas, parce qu'il faut aller au-delà. Il faut construire autre chose et le protéger par le retour de la peste émotionnelle qui est aux aguets. C'est tout à fait. Et les discours de l'Argentine va dans ce sens. Ils se sont retrouvés presque magiquement pour la magie négative d'un capitalisme en voie de décomposition, avec une liberté totale, comme en Grèce, c'est la liberté des pauvres. Donc, si là, tu ne construis pas après une vraie richesse, c'est-à-dire une situation où ensemble, on construit l'abondance, tu te retrouves dans le chantage, ils n'ont pas besoin de t'envoyer. Ils peuvent t'envoyer aussi les trucs qui te tirent dessus. Mais ils n'ont pas besoin de ça, parce que c'est là où c'est le sournois qui travaille déjà pour dire, bon, mais enfin, finalement, oui, d'accord, on a fait ça, mais quelle galère, etc. Donc, on revient en arrière, on retourne à travail. Les usines retournent aux propriétaires, on reprend à croire à ces conneries monumentales qui est reprise aujourd'hui sans vergogne et que ça fait 40 ans, on ne pouvait plus le dire, qu'on n'a pas besoin on a besoin de quelqu'un qui nous donne du travail, parce que les travailleurs, c'est comme si ce n'est pas ceux qui construisent les voitures, qui donnent l'argent au patron de l'usine, et pas le contraire. On n'a pas besoin de patrons. Et là, je ne suis pas révolutionnaire en disant ça. Hein. Je dis, le capitalisme, il pourrait fonctionner très bien avec des ouvriers qui s'auto-exploitent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contraire à l'autogestion des usines séparées de l'autogestion généralisée de la vie. C'est qu'on doit reprendre en main nos vies à part entière. Et là-dedans, il y aura aussi une partie de production à gérer. Et si on arrivera à ça, il n'y aura pas... On sera assez. Parce qu'en plus, c'est un plaisir. La vraie difficulté, c'est qu'il arrive encore une fois que pour avoir un peu de plaisir, il faut acheter leur merde et passer la vie dans la consommation. Et on n'arrive pas vraiment à croire qu'en prenant nos décisions, la vie devient plus agréable à vivre. Je n'ai pas une mythe de la démocratie. Même les Grecs, le mot démocratie, l'utilisaient, ce n'est pas une mythe positive. C'était une forme d'organisation. Ils s'en méfiaient, au point qu'ils trouvaient des mots comme homocratie pour préciser qu'il peut y avoir encore pire. Mais la démocratie, pour le moment, c'est un élément de la transition. Nous sommes les héritiers d'une révolution qui a été faite et qui a réussi, et qui était une révolution violente, donc qui posait toutes les questions qu'on se pose immédiatement quand on parle de révolution, parce qu'on a cette habitude, on ne connaît pas d'autres. Les autres révolutions, on ne les appelle pas révolutions. Mai 68, par exemple, qui n'est pas fini, pas en tant que période historique, mais en tant que pulsation du vivant, en tant qu'organe de l'histoire, il y avait un beau livre, Les organes de l'histoire, qu'il lisait jusqu'à mai 68, c'est cet élément-là des révoltes. Et il n'est pas terminé dans le sens qu'il ressort chaque fois que vous regardez à Nuit debout, et je suis passé l'autre fois, il n'y avait plus personne, mais il y avait quand même plein de petits textes situs, comme par hasard, qui sont ceux qui indiquent qu'il y a un certain type de sensibilité ou justement la révolution comme faite. Ça ne veut pas dire être naïf et pas se rendre compte qu'il peut y avoir des gens qui te tirent dessus ou qui te gorgent, parce qu'aujourd'hui ils ont ressorti le grand truc, ils profitent des délires de certains archaïsmes qui sont des formes mafieuses. Entre autres, les mafias sont fondamentales, les multinationales c'est des mafias, désormais même les États formels. Je parle des États-Unis, d'Israël, comme de la Corée du Nord, ou n'importe quel autre. Tous les États sont en réalité des mafias, organisées et légales. La seule différence entre la mafia sicilienne
Et les États, tous les États, la France, l'Italie, l'Amérique, la Corée du Nord, les pays soi-disant communistes, c'est que c'est des mafias légales. D'ailleurs, ils se reconnaissent de façon formelle les droits à la violence. L'État a droit à la violence. Si c'est une autre qui commet la violence, c'est une criminelle. Alors, moi, je suis contre la violence, mais je reconnais que je suis pacifique plus que pacifiste. C'est-à-dire, comme je disais avant, je ne pense pas que la révolution sociale, là aussi un mot mythique. La révolution, c'est un processus, ça ne sera pas une nuit qu'on prend le pouvoir, je faisais ça. Donc, ces dynamiques-là, ça n'est plus à l'ordre du jour, ça n'a jamais été la vraie révolution. La révolution, ça n'a jamais été la prise du palais d'hiver. C'était qu'est-ce qu'on a fait après. Et après, ça a été le pouvoir hiérarchique d'un parti dominante qui a terrassé avant tout les révolutionnaires. Et dans toutes les situations révolutionnaires, il y a toujours eu ce type de dérive contre laquelle il faut se battre, du début, pour éviter d'y tomber dedans. La révolution bourgeoise fonctionne comme ça. C'est que la révolution bourgeoise, c'était la révolution où une classe prenait le pouvoir. Et donc, la vraie organisation de ce pouvoir, c'était l'invention de la classe des dominés. Ce qui a été fait par la Révolution française. Ce n'est pas tellement d'émanciper l'homme, mais de soumettre un type d'homme particulier qui était le prolétariat. Et c'est ce qui est arrivé historiquement. Et on s'est gargarisé des choses, en les lisant, comme on ne peut pas être d'accord avec les droits de l'homme. Sauf qu'il manque des choses évidemment, mais les droits de l'homme, en réalité, si on gratte un peu, c'est les droits de la marchandise, ce n'est pas les droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'humain, c'est les droits de l'homme en société. Société dans le sens étymologique, c'est-à-dire des associés, de ceux qui font du business ensemble. C'est la propriété privée qui est au centre des droits de l'homme, dans la vision bourgeoise de l'homme. Aujourd'hui, il faut rompre avec ça. Vous parlez de la famille, pas seulement la famille capitaliste, la famille, c'est la famille en tant que structure mononucléaire, c'est-à-dire l'appropriation de son partenaire comme appropriation privative. Ça provoque des gens qui ont une vocation à dominer, pour ne pas être dominé. Ma démocratie, pour le moment, je l'utilise parce que même si mon copain Van Heygem a inventé ces concepts beaucoup plus riches d'autogestion généralisée de la vie quotidienne, nous, on doit faire une transition de la démocratie. Surtout pour dire que ce qu'on appelle démocratie, ça n'est pas une. Ça n'existe pas, la démocratie. Ça existe des représentations démocratiques qui sont des cache-sexes du totalitarisme. De plus en plus aujourd'hui, où la démocratie? Quand la France vote en 2005 contre l'Europe et c'est le oui qui passe, c'est où la démocratie? Mais la démocratie, c'est l'organisation de la vie réelle dans le quotidien. À partir de là, donc, le politique prend une autre consistance. Et donc, après, évidemment, la France existe. Je reconnais le Conseil des Nations, donc, mais la France existe comme agglomération des conseils et il n'y a plus d'État français, il n'y a qu'une nation qui est anthropologique. C'est que la démocratie ne peut que naître dans le local. Il ne peut pas y avoir un pays démocratique. On peut arriver à travers beaucoup de fédérations, des conseils qui partent de l'hameau, du quartier, et encore, il faut aller plus petit encore. Et il y a plein de gens à la télé qui nous bombardent, comme si ce sont des experts, et ça sont des ignorants intégraux, qu'on appelle les journalistes, qui ne savent rien, qui font des écoles, comme l'ENA pour les politiciens, il y a des écoles pour journalistes, où ils apprennent à ne pas dire les choses. Ils n'apprennent pas, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre particulièrement pour dire. Ça suffit qu'on dise ce qu'on sait, et la vérité circulerait. En réalité, plus ou moins bien, c'est sûr, on peut apprendre à formuler plus ou moins. Mais la vérité, c'est l'école de journaliste, t'apprends que tu dois respecter le pouvoir, et que tu dois éviter de dire certaines choses. Plus qu'éduquer nous à la révolte, il faut créer des espaces où les conditionnements tendent à zéro. Et ça, dans les situations locales, on le fait très bien. Quand les gens commencent à faire des choses, qu'ils font à manger ensemble, qu'ils vivent ensemble, qu'ils s'autonomisent, et quand ils sont en crise, comme en Argentine, comme en Grèce, comme en Espagne, en Italie, ce n'est pas le même contexte. Mais ça fonctionne très bien. Après, le passage ultérieur, c'est celui où la conscience faudra qu'elle travaille, parce qu'il faut qu'on arrive à imaginer de pouvoir construire une société globale. C'est-à-dire, pas seulement pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore capable d'imaginer, on le voit dans nos propres échanges, la possibilité d'aller jusqu'au bout. On ne se met pas en discussion. Qu'elle parte, quand il y a une grève, on ne pense jamais que c'est le début d'un changement de monde. On se demande combien de jours ça va durer.